Kwahiatonk, marquer l'imaginaire. Kwahiatonk et ses partenaires sont fiers de vous présenter les balados Cercle de lecture. Dans chacun des épisodes, Ève Bastien et ses invités discutent d'une œuvre du corpus littéraire autochtone qui mérite d'être mieux connue. Aujourd'hui, épisode 1. L'enfant hiver de Virginia Pessemapeo Bordelot. Coucou à la maison, au bureau, peut-être même dans votre voiture. Mon nom est Ève Bastien et je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, nous abordons le roman L'enfant hiver de la peintre, poète et romancière autochtone Virginia Pessemapeo Bordelot. Née d'un père québécois et d'une mère crie, Madame Pessemapeo Bordelot a grandi en Abitibi, cette terre natale qu'elle nous fait d'ailleurs visiter dans ce roman. Il s'agit d'une artiste pluridisciplinaire très prolifique qui cumule une multitude de prix depuis ses tout débuts. J'ai le plaisir d'accueillir pour discuter de ce récit mes deux invités, Suzy Basile. Suzy est originaire de la communauté Atikamekw de Wemotaci. Elle détient un doctorat en sciences de l'environnement portant sur le rôle et la place des femmes Atikamekw dans la gouvernance du territoire et des ressources naturelles. Elle est professeure à l'École d'études autochtones de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Elle est la directrice du laboratoire de recherche sur les enjeux relatifs aux femmes autochtones. Et il ne s'agit que de quelques-unes de ses fonctions. Oui, Suzy, et merci de nous accorder du temps avec un horaire aussi chargé. Oui, Ève. J'ai aussi le plaisir d'accueillir Andrée Lévesque-Sioui. Andrée Lévesque est une auteure, compositrice, interprète Wendat, une enseignante aussi de la langue Wendat, ainsi qu'une poète aux multiples talents. Elle a participé à la création de plusieurs albums comme interprète, comme celui de Yandawa, Fais dodo mon trésor et Ozalik. En plus de sa carrière musicale bien établie, elle participe à la revitalisation de la langue Wendat en l'enseignant aux membres de sa communauté. Elle fait d'ailleurs partie des rares personnes qui l'enseignent. Son tout premier recueil de poésie, Chant, est paru en mars 2021 aux éditions Anénorak. Oui, André, et merci tout autant de te joindre à nous. Oui, merci à toi. En fait, aujourd'hui, je suis heureuse d'avoir deux femmes aussi impliquées et d'action pour parler de ce récit de Madame Pessemapeo. Qu'il y en a un qui aborde des enjeux, là, des symboles féminins très forts et des fois très difficiles. En débutant, j'aimerais savoir si vous étiez déjà familière avec l'auteur. Suzy? Alors, oui, je connais un peu l'œuvre de Madame Pessemapeo Bordelot et aussi je connais son volet, si tu veux, d'artiste multidisciplinaire pour avoir visité quelques-unes de ses expositions qu'elle a fait récemment, qui ont été produites ici même en Abitibi-Témiscamingue. Et c'est une personne que je croise à l'occasion, donc ça m'a quand même fait grandement plaisir là, de visiter une de ses œuvres. Très bien. Et toi, André, est-ce que tu étais familière avec l'auteur, avec son œuvre autant littéraire là, qu'artistique? Ben, en fait, j'ai pas lu toute son œuvre littéraire, mais L'enfant hiver, puis Je te veux vivant. Donc, c'est vraiment la même thématique, là, c'est le même sujet. Je les avais déjà lus avant qu'on me demande d'en parler. Puis Virginia, ben, elle est souvent au Salon du livre des Premières Nations. Puis moi, ben, je suis toujours là depuis le début. Ça va faire 10 ans cette année. Et donc, on se côtoie. On a même fait un hommage, une soirée hommage pour Virginia. Donc, j'ai eu l'occasion, le bonheur de la côtoyer. C'est une femme merveilleuse et multitalentueuse. Et mon recueil Chant aussi, je lui ai demandé j'avais vu passer une de ses œuvres, puis c'est un tableau d'elle qui est la page couverture de mon livre. Ah oui, c'est bien. Je me doutais que tu la connaissais probablement, étant donné là, ton implication au Salon du livre. Mm-hmm. C'est bien de voir que vous aviez une aussi bonne collaboration. Et Suzy, je savais aussi là, que tu es établie en Abitibi depuis un petit bout déjà. Là. Donc, J'aimerais bien rajouter l'information suivante, en fait, c'est que cette année, lors de nos dîners-conférences autochtones à l'université, c'est l'œuvre de Virginia qui était offerte en cadeau à nos conférenciers invités. Alors, ça me fait toujours plaisir de faire la promotion de la littérature autochtone de notre région et d'ailleurs aussi. Oui, super. C'est bon de savoir ça. Fait qu'on était en plein dans le mille en vous choisissant les deux pour ce livre-là.
c'est un livre, on en a parlé un peu en pré-entrevue, qui est quand même qui est d'une très belle beauté, mais qui aborde des sujets qui sont lourds, difficiles. Euh, Suzy, qui a travaillé déjà dans le cadre de ta carrière sur plusieurs enjeux là, concernant les femmes autochtones, ça a dû être très difficile et en tant que maman aussi à lire, mais je ne sais pas ce que tu vas en penser, mais moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même une douceur dans ce récit-là, une certaine beauté qui facilitait un peu la lecture. Oui, tu as tout à fait raison. Elle a une très belle plume, hein. Elle a un beau style d'écriture qui nous permet justement d'aborder des sujets aussi difficiles que sa propre enfance à elle, en fait, et différentes difficultés qu'elle a rencontrées. Celles de ses parents également, hein, quand elle nous ramène à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, à travers laquelle son père a passé. C'est pas des sujets faciles non plus, même si ça date d'il y a longtemps. Des fois, on est porté à penser que ça vient d'une autre époque. Non, ça a encore des incidences sur les générations d'aujourd'hui. Donc, en effet, son style d'écriture nous permet là, de quand même absorber, si vous voulez, des sujets aussi difficiles que la perte d'un enfant, que le passage dans les pensionnats, que les abus sexuels et autres, en effet. André, le point de vue d'une poète, Ah, ben, je dirais qu'en effet, c'est plein de douceur. C'est traversé. J'avais le sentiment que qu'on lisait ce livre-là comme une marche silencieuse. Elle est en marche, une marche qui traverse le deuil, en fait, toutes les étapes du deuil, puis des allers-retours avec, comme une histoire parallèle, hein, on écrit au elle, comme elle se détache, il y a comme un double récit, hein, la femme avec son enfant, puis après ça, elle qui s'adresse à son père. C'est que une marche j'avais le sentiment que c'est ça, c'était donner la permission de s'adresser à son père par les multiples deuils, là. Puis, et que sa plume, comme Suzy a mentionné, elle est, mon Dieu, elle est belle, elle est graphique, c'est très incarné, la plume de Virginia. Puis quand on la connaît, on sait aussi que c'est une femme qui aime la vie, qui mord dans la vie. Fait que ça traverse le livre au complet avec des images fortes, très ancrées aussi dans la nature. J'ai beaucoup aimé. oui, et c'est un livre qui est, quoi, je trouvais très, ben, qui aborde beaucoup justement des enjeux féministes, des enjeux de femmes, mais d'une autre façon, on ne parle presque que d'hommes. Parce que même sa fille, elle ne parle pas de sa fille, elle parle de son père, très peu de sa mère, elle parle de son fils, très peu de sa fille. Et je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez remarqué, puis quelle serait selon vous un peu la symbolique derrière ça, ou la raison de ce... C'est une excellente question. Je, je tentais de la suivre dans la très grande peine, en fait, qu'il y a en filigrane, hein, tout le long du livre. Et je me disais, tu sais, est-ce que c'est... Oui, elle veut nous présenter son fils, puis faire en sorte que les auteurs peut-être gardent le meilleur de ce qu'elle a eu comme relation avec lui, parce que si on comprend bien, il est décédé quand même assez jeune. Et cette grande peine en filigrane-là, je ne sais pas si elle a tenté peut-être de la circonscrire, si vous voulez, dans l'univers masculin qui l'entoure, soit son fils, son père, puis même à la fin, je crois qu'elle parle de son conjoint, là, un peu aussi. C'est une bonne question. Ça serait intéressant peut-être de réfléchir ensemble là-dessus, mais ouais. Oui, elle parle de lignée masculine brisée, de son père qui a permis aux hommes, à ses frères de savoir comment aimer, comment le don de la famille ou le sens de la famille, l'héritage manqué un peu envers les femmes, envers les filles. Puis elle parle du nomadisme de sa mère qui est un peu, enfin, qui est un peu responsable, là, comme si elle a hérité de ça, elle et sa sœur. En même temps, sa fille, ben, elle parle que c'est le seul moment où elle dit son seul pilier, c'est sa fille, puis ses enfants. C'est que elle n'en parle pas beaucoup, mais en même temps, c'est un pilier pour dire que elle y trouve beaucoup de force,
puis sa force à elle, comme le fait d'avoir été obligée de tenir la famille comme ça, à bout de bras. Oui, elle envie la stabilité de sa fille à un certain moment, là, et justement, sa force, c'est il y a beaucoup de, comme tu parlais de nomadisme, là, on voit beaucoup de déchirement là-dedans, là, dans le fait de rester enraciné, euh, et dans le nomadisme qui est traditionnel pour elle, mais qui devient justement une problématique. Mais il y a une déchirure aussi là-dedans, dans tout ça. Oui, puis qui se retrouve, en fait, elle aborde la maladie mentale, certainement, puis c'est donc important d'en parler, qu'on le retrouve dans un roman comme ça, avec des allers-retours de sa vie à la vie de ses parents, de quoi on hérite. Il y a beaucoup de questions aussi, elle soulève des questionnements, qui n'y a pas vraiment de réponse, mais ça nous laisse sur des pistes où nous, on doit faire le chemin de continuer de trouver des réponses aux questionnements. Comment, elle parle du don qu'elle a elle-même pour la vie, pour la joie de vivre, elle réussit à trouver la joie dans le quotidien puis dans la beauté du monde. Ça fait que malgré la cassure, la brisure, les deuils, les épreuves, ça revient tout le temps à la lumière dont tu parlais, Ève. La lumière est tout le temps là. J'ajouterais peut-être à ça, tu sais, on sent à un moment donné où elle veut abandonner, hein. Elle parle, sans le nommer, de suicide, auquel finalement elle a tourné le dos, heureusement, qu'elle a abandonné en cours de route, si vous voulez. Puis, tu sais, pour moi, ça a vraiment symbolisé la 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 détresse, la peine, incommensurable, qu'elle a ressentie, en voyant aussi à travers les différentes épreuves de la vie son fils se diriger vers la mort, hein. Elle nous donne certains exemples là, d'événements qui lui arrivent et qui fait en sorte que, on sent à un moment donné qu'il n'y échappera pas, tu sais. Mais j'étais quand même, ravie de voir la manière dont elle a, ressenti le besoin de parler de suicide parce que, bon, on sait que c'est une réalité qui existe et en contexte autochtone, encore plus qu'ailleurs, je dirais. Mais, qu'elle, avec sa littérature puis sa plume aussi, nous permet de comprendre qu'elle a finalement, passé par-dessus ou pris un autre chemin de traverse, si je peux prendre l'expression. Donc c'est un souffle, qui je trouvais au moment de la lecture, en tout cas, qui est venu me rassurer, tu sais, en me disant: «Bon, on peut aller très mal, mais en même temps, on peut aussi s'en sortir». Oui, oui, il y a une belle résilience dans l'ensemble de l'œuvre puis le récit coule assez doucement, bien qu'il soit difficile. C'est un récit qui est pas très long, là, 150 pages. Puis, comme on en parlait avant, des fois, ça peut être difficile. On peut pas le lire d'un seul bout parce qu'il faut, pour digérer l'information, je crois, au fur et à mesure qu'on l'a. Suzy, tu parlais justement de son ouverture face à la maladie mentale. Elle parle même du postpartum, bon, d'inceste, d'alcoolisme, mais il y a beaucoup de guérison aussi, de lumière, comme on disait. Puis je me demandais, pour vous, un sujet comme ça, surtout étant donné que c'est du point de vue d'une mère et d'une fille qui a vécu aussi du rejet paternel et d'autres traumatismes, dus à son sexe, hein. C'est quoi l'importance aujourd'hui dans notre monde contemporain de ce partage-là pour l'ensemble des femmes, mais surtout pour les femmes des Premières Nations? André? Oh mon Dieu, c'est important. Premièrement, elle nous amène dans son intimité. Elle a un don, Virginia, non seulement d'aimer la vie, mais d'aimer tout dans la vie. C'est que j'étais très touchée par sa façon. En tout cas, je pense pas que je serais arrivée à écrire comme ça, de choses assez intimes. Elle parle d'inceste quand même, et tout ce qu'elle nomme, elle établit un dialogue avec son père, ce que je trouve qui était une bonne formule là, pour justement qu'on soit intime avec elle. C'est quand même, c'est comme si on est dans une pièce avec elle, puis elle parle à son père, hein. L'importance pour les femmes d'aujourd'hui d'entendre ce dialogue-là. Imagine,
tu es témoin, c'est comme être témoin vraiment d'un dialogue, puis de dire les vraies choses. Bon, le père est décédé à ce moment-là, puis elle lui parle, il est dans l'au-delà, mais elle ose lui dire ce qu'elle ressent et les répercussions de tous les gestes, etc. Puis des questions sans réponse. Mais pour les femmes autochtones, jeunes et âgées aujourd'hui, je pense que ça doit avoir un effet de soulagement, de baume aussi, puis de pouvoir pleurer avec une autre femme. Oui, puis ça me fait penser aussi le fait que, tu sais, c'est tout l'amour qu'elle a envers son fils qui lui permet de ne pas de ne pas, avoir une rancœur infinie envers son père et ses frères qui l'ont vraisemblablement malmené, dans sa jeunesse et c'est comme si cet amour-là envers son fils venait réparer un peu, tous les maux du passé. Puis, elle n'était pas obligée de nous le raconter ça, hein. Elle a, délibérément voulu, comme elle le dit d'ailleurs, jeter sur papier, cette histoire-là pour survivre, puis, passer à travers. Et il y a une phrase que j'ai pris en note ici qui m'est restée en tête aussi. Elle dit à un moment donné: «J'ai entendu ta peine derrière une porte que je ne pouvais ouvrir». Donc c'est comme si, elle nous dit en fait cette douleur-là, cette peine-là que tous et chacun peuvent ressentir à travers des deuils puis des événements de la vie, faut faire avec, tu sais, c'est la résilience dont on parlait tantôt en fait. J'imagine, c'est ça, je pouvais comprendre qu'en déposant cela sur du papier, ça lui permettait de mieux, l'accepter, ça serait un trop grand mot, mais je dirais peut-être, d'apprendre à vivre avec, en effet. Il y a un moment donné aussi qu'elle dit, mais elle parle aussi de l'homme noir là, qu'elle a rencontré, puis vraisemblablement qui semble venir d'Haïti. Elle parle de son île, etc. Mais elle dit, je trouvais ça très fort, elle dit, aujourd'hui, nous ne parlons pas la langue des victimes. Nous traversons les mers, nous rapprochons des frontières. Nous chantons la poésie, celle de l'amour et du partage. Puis ça, j'ai eu l'impression que c'était une phrase qui était très personnelle, ou justement qui démontrait tout ce chemin-là, parce que ça l'englobe plus qu'une personne. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, je voyais le nous inclusif de l'ensemble des Premières Nations. Dans la symbolique aussi là, de la guérison, même des, des enjeux pour les femmes autochtones, moi j'ai remarqué que quelquefois dans le livre, elle parle d'elles ou de femmes avec des robes rouges. Il y a vraiment un moment avec son fils là, où elle danse, où c'est un très beau moment, où que, là, je voyais comme la fierté d'être vraiment Première Nation, parce qu'elle le nomme pas tout de suite au début, c'est qu'elle s'identifie comme Première Nation, ça prend quand même quelques pages. Mais ensuite, il y a la robe rouge qu'elle porte dans le métro, où là, elle vit un peu un traumatisme, là, où elle se met le plus à parler là, justement d'un traumatisme vu étant donné qu'elle est une femme et qu'elle se fait regarder, puis elle dit qu'elle veut pas aguicher, mais bon. Puis ensuite, il y a une femme aussi qui passe là, l'été avec sa robe rouge. Donc, je me disais, là-dedans, il doit y avoir certainement quelque chose. Ça a clairement été pour moi, un rappel en fait ou c'est ça, un rappel ou un clin d'œil, si on me permet l'expression, à la situation qu'on vit au Canada depuis quelques années avec, la mise à jour, du très important dossier des femmes autochtones assassinées, disparues. C'était peut-être sa manière à elle, de parler de cet enjeu-là, puis de le situer dans son vécu à elle aussi. Connaissant aussi les autres œuvres sur lesquelles elle a travaillé, c'est certain que c'est une thématique qui lui est, qui est incontournable pour elle. Je veux dire, elle a trouvé des manières très intelligentes et très belles de souligner la disparition de Cindy Rupert House ici en Abitibi. Et j'ai reconnu un peu, tu sais, de cette volonté-là dans son œuvre en faisant référence au Robe Rouge, justement. Oui, puis la couleur rouge en général aussi revient souvent. Ouais, beaucoup de symboles, puis les rêves, à travers les rêves. Mon Dieu, que ça m'a touchée.
moi, je rêve beaucoup, puis les rêves me suivent. Mais j'aimais, parce qu'on me semble que ça n'arrive pas si souvent que ça, mais elle prend vraiment euh, le temps de donner une place importante aux rêves. Puis comment, en fait, c'est même, elle rêve qu'elle va rencontrer un homme qui la tient en vie. Elle le dit vraiment. Tu sais, c'est l'idée de cet homme-là du rêve qui la garde en vie. Puis éventuellement finit par le rencontrer. Mais beaucoup, beaucoup de symboles. Il y a l'aspect spirituel aussi qui est abordé là, de la guérison. Là. Elle part faire un Sundance au Dakota. Je me demandais, à votre avis, puis là, c'est peut-être, on s'éloigne peut-être un peu du livre, mais je voulais quand même vous entendre là-dessus, étant donné que c'est un peu la thématique. Est-ce que, à votre avis, là, le retour aux sources, un peu comme elle fait, là, juste tu sais, dans son processus de guérison, est-ce que c'est un passage obligé pour la guérison des Premières Nations ou des femmes autochtones? Suzy, Basile? C'est une bonne question. Oui, je réfléchis en même temps que qu'on discute. Ben, vraisemblablement, oui, en raison de la diversité des traumatismes auxquels une grande majorité de personnes autochtones ont fait face et font encore face aujourd'hui, parce qu'on a souvent tendance à penser que c'était il y a bien longtemps puis que c'était la génération d'avant, mais et oui, c'est le cas, mais les conséquences de ça, les retombées, les miettes oubliées derrière, je peux dire ça comme ça, sont d'actualité, sont dans le quotidien de plusieurs personnes et je m'inclus là-dedans aussi. Puis chacun trouve sa manière de passer à travers ça ou du moins de comprendre pourquoi on peut se sentir plus ou moins bien à certaines périodes de sa vie. Puis, je connais plusieurs personnes qui se sont dirigées justement vers le retour aux rituels comme le Sundance et plusieurs autres. Hein. On sait qu'il y en a quand même une grande variété. Et j'en suis bien heureuse parce qu'il ne faut pas oublier que c'était carrément interdit il y a à peine un demi-siècle là, de pratiquer ces rituels-là. On se serait retrouvés en prison les unes sur les autres dans le temps de le dire. Et aussi le fait qu'aujourd'hui, ce soit encouragé ou valorisé, en fait, de revitaliser ou de retourner vers ces rituels-là. Et je connais plusieurs personnes, moi, qui ça leur a carrément sauvé la vie. Là. S'il n'y avait pas eu ça, ils ne seraient certainement plus de ce monde aujourd'hui. Donc, je suis quand même heureuse de voir que pour plusieurs, c'est une route et elle nous partage dans son livre justement sa propre expérience là-dedans. Puis je pense que ça le fait partie de son processus de deuil et puis de résilience aussi pour justement arriver à survivre là, vers la fin. Elle nous laisse quand même sur une note positive quand elle reparle évidemment de son fils, mais à travers sa voix à lui. J'ai trouvé elle, elle était sur un air d'aller beaucoup plus positif pardon, que tout au long du roman, finalement. Ouais. En fait, le roman commence par son cri, le premier chapitre, et se termine par sa voix. On voit déjà la transition qui a été faite. Justement, on parle de Power, de Sundance, etc. Souvent, on va dire, ben, c'est pas vraiment traditionnellement, par exemple, cri de faire un Sundance ou quelque chose comme ça, mais j'ai bien aimé. Puis ça, je pense que même avant les réseaux sociaux, etc., c'est une réalité qui existait. Moi-même, ma mère m'en a déjà parlé, de partir comme ça aux États-Unis, puis d'arriver dans une communauté, puis de dire c'est pareil comme nos communautés chez nous. Donc, peu importe, je crois, la racine de la spiritualité en tant que telle, les blessures sont pas mal les mêmes. Donc, je crois que c'est pour ça aussi qu'ils peuvent être guéris d'une certaine façon, de la même façon. Mm-hmm. Il ne faut pas oublier qu'à travers le temps aussi, il y a toujours eu au sein des peuples autochtones des échanges, des emprunts. On est sur le sujet ces temps-ci. Et ça n'a jamais, à ma connaissance, été vu comme quelque chose de négatif. Au contraire, ça faisait partie d'un tout et c'était aussi dans un esprit de réciprocité. Donc, je crois, je vois plutôt positivement, moi,
le- l'intégration ou l'emprunt de certains rituels qui semblent nous venir d'ailleurs, mais qui retrouvent une résonance chez les gens d'aujourd'hui, qu'ils soient Cris, qu'ils soient Atikamekw, Huron-Wendat ou autres. Ça nous amène tous à un dénominateur commun qui est notre identité, en fait, puis le lien au territoire qui est fondamental. Oui, puis en fait, elle nomme aussi la générosité, l'accueil des Lakota, au Dakota. Donc, puis c'est par une Innu aussi hein, qu'elle y va. Donc, et avec une Italienne, c'est qu'il y a on est vraiment dans une ère moderne où il y a un éveil, un réveil, un retour à une spiritualité qui est en dehors des grandes institutions religieuses, hein, mais qui proviennent et qui participent au territoire. Donc, je voyais, moi, des humains avec des humains qui se guérissent par quelque chose qui les dépasse, en fait, par les rituels, par les chants, les danses. Le tambour a beaucoup de place, puis même dans l'enterrement, ou en tout cas le rituel de départ de son fils, le tambour, le chant, c'est que ça, c'est commun, certainement. Le tambour et les chants, c'était dans toutes les nations. C'est que peu importe comment le rituel, de quel rituel on parle, quand tu es accueilli surtout, là, puis tu es bienvenu, un homme, l'homme qui la cible pour la sauge, les 4 fois, puis les marques sur son corps, même revenir avec des marques pour ne pas oublier que ça ça aide à la guérison. On parlait du lien au territoire là, qui est qui est important là, chez toutes les Premières Nations, mais pardon, qui est illustré aussi dans cet ouvrage-là. Et je me demandais, Suzy, est-ce que tu as bien reconnu les paysages de l'Abitibi? Ah, tout à fait. C'était un incontournable. Elle n'avait pas besoin de mentionner la région ou j'avais pas besoin de savoir en fait qu'elle habite, qu'elle vient de la région ici pour le voir à travers ces chapitres de livres. Ça, c'est une qualité qu'elle a et je l'ai reconnue aussi dans d'autres œuvres qu'elle a fait, là, que ce soit en littérature ou encore en art visuel. Donc, non, elle sait très bien d'où elle vient. Et toi, André, est-ce que tu as visité à quelques fois l'Abitibi? Est-ce que c'est un territoire que tu connais ou... Ben, c'est pas un territoire que je connais. Je l'ai visité quand j'étais plus jeune. On se promenait un peu partout au Québec. On avait une roulotte quand j'étais plus jeune. Puis on visitait toujours un coin différent du Québec, dont l'Abitibi. C'est que j'en garde des souvenirs de pêche. OK. Plus, ouais, mais il faudrait que j'y retourne. J'ai vraiment envie. En tout cas, premièrement, pour aller voir Virginia, puis c'est une exposition, le territoire là-bas, ça a l'air vraiment beau. Ève, je me permettrais d'ajouter, justement, vous venez de me faire penser à une exposition qu'elle a fait l'année dernière, si je ne me trompe pas, sur Makwa, l'ours. Et l'œuvre dans cette exposition-là qui m'a vraiment ramassée, je vais le dire comme ça, ou qui reste imprégnée dans mon imaginaire, c'est justement la maman ours qui se retrouve tête au mur. Donc, probablement chassée par quelqu'un qui l'a ensuite fait empailler. Et tu as le bébé ours qui est par terre puis qui regarde sa mère puis qui l'attend un peu, si vous voulez. Tu sais, c'est très poignant. Et je viens de faire un lien dans ma tête avec le livre qu'on a lu. C'est ça. C'est une manière pour elle, j'imagine, de l'avoir imagée. D'une manière très triste, mais en même temps très révélatrice là, de l'amour filial entre une mère et son fils. Oui, non, c'est très fort comme symbole. Je vais essayer d'aller le trouver sur Internet si on peut le voir. J'avais pas vu l'exposition malheureusement. En terminant, j'ai une dernière question pour vous, puis sous un ton un peu plus léger. L'enfant hiver, est-ce que c'est une lecture d'été ou d'hiver, justement?
Ben, je pense que c'est une lecture d'été, moi, pour pouvoir atténuer peut-être un peu l'hiver dans le livre, mais en même temps, en tout cas, les saisons tournent. Dans son livre, les saisons tournent. On se promène et puis elle les nomme, puis les mois aussi, on est au mois de mai, on est à l'automne, à l'hiver. Donc, et puis malgré tout, son enfant hiver, c'est un enfant lumière. Ça fait que je vois beaucoup de... En tout cas, c'est un passage. Tantôt, je parlais d'une marche silencieuse, là. L'hiver, c'est un peu ça, hein. Les bruits sont sourds un peu, là, assourdis. On dirait que, ouais, en fait, ça pourrait être à toutes les saisons. Je dis ça en blague, en parlant d'été. Mais ouais, on pourrait en fait, ce serait peut-être un défi de le lire à chaque saison, puis voir comment ça entre en nous. C'est une bonne idée, ça. Bonne idée. En effet, une très bonne idée. J'aurais tendance à dire été parce que c'est la saison où j'ai un peu plus de temps pour enfin passer à travers ce style de littérature-là. Étant dans le monde académique à l'année longue, l'été, on a envie de faire autre chose. Mais vu que quand même j'ai eu besoin, moi, d'énergie puis de temps pour passer à travers le livre, j'aurais tendance à dire que prenez une première lecture l'été pour digérer et bien faire passer le tout. Euh, et j'encourage les gens à lire ce livre-là, quand même, qui m'a profondément touchée, mais qui est quand même dur à, à passer à travers. Là. Je vais le dire comme ça. Là, on suit quelqu'un dans un deuil très, très profond. Mais encore une fois, c'est la résilience qui me reste en tête quand j'y repense. Et je l'ai aussi offerte en cadeau depuis à quelques personnes. Donc, je vais m'assurer de prendre leurs nouvelles prochainement. Oui, puis tu leur feras écouter notre discussion aussi quand ils l'auront lu pour voir si leurs idées se joignent aux nôtres. Oui, ouais, beau livre, euh, ouais, important, puis même après un deuil, je dirais, probablement. C'est, pour des gens qui ont de la difficulté ou même qui pensent à des deuils à venir. Ça pourrait être un bon guide, je ne sais pas. Ça dépend de... En tout cas, moi, j'ai vécu plusieurs deuils dans ma vie aussi, puis je me disais que, en tout cas, ça aide. Peu importe que ce soit le deuil d'un fils, d'un père, d'un parent proche. Mais ça fait monter des questionnements, puis en même temps, ça donne des pistes. Chose dont on n'a pas parlé, mais que j'aimerais souligner, c'est euh, à travers du livre, elle nomme beaucoup l'art. Je trouvais que pour elle, l'art, c'était une des pistes de guérison. Hein, elle parle beaucoup de la musique, de la peinture aussi de Michel-Ange, des références artistiques. Oui, elle parle, je crois que c'est son arrière-grand-père qui, il y a un passage là, qui dit que c'est lui qui aurait transmis l'art, le goût de l'art et comment c'est important et que c'est guérisseur pour elle, effectivement. C'est ça, c'est un livre qui est assez court, somme toute, mais qui est rempli, comme on dit, de symboles, de pistes, de tristesse, mais aussi de beauté. Ah oui, 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 beaucoup de symboles. C'est comme presque un rêve. En fait, c'est plusieurs rêves dans un rêve dans ce livre-là. Comme je... C'est vrai, il y a une belle chimère, c'est chimérique le livre. Ouais, on se promène, c'est Oui, vrai. puis le ciel et la terre aussi, hein, tout l'espace qu'elle prend pour décrire les... Quelle belle écrivaine. Bien, Tia Wang, Suzy Basile et André Lévesque-Sioui pour votre générosité. On a vu en introduction combien vous étiez deux femmes très occupées, mais on voit aussi que vous êtes très généreuses de votre temps. Vous avez certainement donné le goût aux personnes qui nous écoutent de lire le livre et aussi de lire ses autres œuvres et d'aller voir ses expositions. Personnellement, je suis moins familière avec ses peintures, avec son art visuel et certainement là, que après vous avoir entendu, vous m'avez donné encore plus le goût de la découvrir encore plus. Oui, Tiawan Kina, merci beaucoup. Il y a Suzy aussi, merci. Oui, Ketchemegwetch à vous toutes. Ça a été très stimulant d'avoir cette discussion-là avec vous.
Tiawa à tous de vous être joints à nous. L'Enfant hiver de Virginia Pesmapeo Bordelot est disponible aux éditions Mémoire d'Encrier, tout comme son autre roman L'Enfant du lac et son recueil de poésie De rouge et de blanc. Procurez-vous-les chez votre libraire de quartier le plus proche. À la prochaine histoire! Cet épisode de Balado vous a été offert dans le cadre de l'initiative Écho du 10e Salon du Livre des Premières Nations. Une réalisation de Kwahiatonk, réalisée grâce à l'appui financier du Conseil des arts du Canada et de la SODEC. Animation, Ève Bastien. Invités, Suzy Basile et André Levac-Sioui. Technique et réalisation, Nicolas Ottawa. Musique et montage, Marc Vallée. Coordination, Gabriel Bergeron. Production, Louis-Carl Picard-Sioui. Kwahiatonk, marquer l'imaginaire.